Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait une découverte qui a révélé non seulement une fraude séculaire, mais quelque chose de bien plus sinistre sur la manière dont la vérité historique est enterrée. Ces fragments d'os calcinés, ce tissu noirci, ce fémur de chatte vénéré dans les musées français depuis plus d'un siècle, ne provenaient pas du tout d'une sainte française du XVe siècle. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils appartenaient à une momie égyptienne datant du VIe au IIIe siècle avant J.C., soigneusement transformées en fausses reliques au cours du XIXe siècle. Mais voici ce qui est vraiment glaçant dans cette découverte. Le fait que quelqu'un se soit donné tant de mal pour créer de faux restes prouve à quel point les Anglais avaient réussi leur plan initial. Ils n'ont pas seulement tué Jeanne d'Arc, ils ont anéanti toute trace de son existence physique si minutieusement que, des siècles plus tard, les gens étaient assez désespérés pour vénérer les os d'un ancien Égyptien. Les bourreaux anglais de 1430 et un ont accompli quelque chose que même les régimes totalitaires modernes peinent à réaliser. L'effacement complet de l'héritage matériel de leurs victimes, mais ce qu'ils n'ont pas pu effacer, ce sont leurs propres mots. Les hommes mêmes qui ont orchestré la torture de Jeanne ont tenu des registres obsessionnels de chaque détail, chaque paiement, chaque cruauté délibérée. Ils ont documenté leurs crimes avec la précision de comptables et la minutie d'historiens, presque comme s'ils voulaient que la postérité soit témoin de leur destruction méthodique d'une adolescente. Et maintenant, 6 siècles plus tard, leurs propres témoignages révèlent exactement comment ils ont construit leur machinerie de la souffrance. La question qui hantait les nuits sans sommeil de ce bourreau résonne encore à travers ces documents. Comment détruire systématiquement non seulement une personne, mais la possibilité même de son souvenir physique? La réponse réside dans la compréhension que ce qui est arrivé à Jeanne n'était pas une exécution, c'était une expérience d'élimination totale, et nous sommes sur le point d'examiner chaque étape documentée de ce processus. Mais avant de nous plonger dans ces documents de destruction systématique, vous devez comprendre exactement ce que les Anglais cherchaient si désespérément à éliminer. 6 janvier 1412. Une paysanne naît à Domrémy, un village si insignifiant que la plupart des cartes de l'époque ne le mentionnent même pas. Son père, Jacques, travaille des terres en location. Sa mère, Isabelle, file la laine, et absolument rien chez la petite Jeanne d'Arc ne suggère qu'elle aura bientôt des administrateurs anglais calculant le coût exact de sa torture. La France de son enfance est un royaume à l'agonie, partagé entre les occupants anglais et leurs alliés bourguignons, avec le dauphin légitime, Charles, se terrant dans ce qui reste de son territoire au sud de la Loire. Les forces anglaises contrôlent Paris, la Normandie et la majeure partie du nord de la France, tandis que les familles nobles françaises ont été systématiquement achetées, intimidées ou massacrées pour les soumettre. Dans ce monde, les opinions d'une paysanne sur la politique comptent à peu près autant que ses pensées sur la théologie, c'est à dire pas du tout. Mais à 13 ans, dans le jardin de son père à Domrémy,
Jeanne vit quelque chose qui remodèlera à jamais la politique européenne. Elle le décrira plus tard comme une voix accompagnée d'une lumière brillante, s'identifiant comme l'archange Michel, lui ordonnant de chasser les Anglais de France et d'assurer le couronnement du dauphin à la cathédrale de Reims. La plupart des paysannes médiévales ayant des visions religieuses auraient été mariées rapidement pour éviter de mettre leur famille dans l'embarras, mais les voix de Jeanne s'accompagnent d'instructions militaires et politiques spécifiques qu'il semble impossible pour une fermière illettrée d'avoir conçues. Sa connaissance détaillée du protocole de la cour, de la stratégie militaire et des arguments théologiques étonnera plus tard le clergé instruit qui l'examinera. Mais en 1428, elle n'est qu'une adolescente déterminée exigeant du capitaine local, Robert de Baudricourt, qu'il lui fournisse une escorte armée jusqu'à la cour du dauphin à Chinon. La réponse initiale de Baudricourt est prévisible. Il dit au cousin de Jeanne de la ramener chez elle et suggère que son père lui inculque un peu de bon sens à coups de bâton. Mais la persistance de Jeanne, combinée à sa capacité étrange à prédire les issues militaires, finit par user la résistance. Lorsqu'elle prédit correctement une défaite française. CC 65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait une découverte qui a révélé non seulement une fraude séculaire, mais quelque chose de bien plus sinistre sur la manière dont la vérité historique est enterrée. Ces fragments d'os calcinés, ce tissu noirci, ce fémur de chatte vénéré dans les musées français depuis plus d'un siècle, ne provenaient pas du tout d'une sainte française du XVe siècle. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils appartenaient à une momie égyptienne datant du 6e au 3e siècle avant J.C., soigneusement transformées en fausses reliques au cours du 19e siècle. Mais voici ce qui est vraiment glaçant dans cette découverte. Le fait que quelqu'un se soit donné tant de mal pour créer de faux restes prouve à quel point les Anglais avaient réussi leur plan initial. Ils n'ont pas seulement tué Jeanne d'Arc, ils ont anéanti toute trace de son existence physique si minutieusement que, des siècles plus tard, les gens étaient assez désespérés pour vénérer les os d'un ancien Égyptien. Les bourreaux anglais de 1430 et ont accompli quelque chose que même les régimes totalitaires modernes peinent à réaliser. L'effacement complet de l'héritage matériel de leurs victimes, mais ce qu'ils n'ont pas pu effacer, ce sont leurs propres mots. Les hommes mêmes qui ont orchestré la torture de Jeanne ont tenu des registres obsessionnels de chaque détail, chaque paiement, chaque cruauté délibérée. Ils ont documenté leurs crimes avec la précision de comptables et la minutie d'historiens, presque comme s'ils voulaient que la postérité soit témoin de leur destruction méthodique d'une adolescente. Et maintenant, 6 siècles plus tard, leurs propres témoignages révèlent exactement comment ils ont construit leur machinerie de la souffrance. La question qui hantait les nuits sans sommeil de ce bourreau résonne encore à travers ces documents. Comment détruire systématiquement non seulement une personne, mais la possibilité même de son souvenir physique? La réponse réside dans la compréhension que ce qui est arrivé à Jeanne n'était pas une exécution, c'était une expérience d'élimination totale,
et nous sommes sur le point d'examiner chaque étape documentée de ce processus. Mais avant de nous plonger dans ces documents de destruction systématique, vous devez comprendre exactement ce que les Anglais cherchaient si désespérément à éliminer. 6 janvier 1412. Une paysanne naît à Domrémy, un village si insignifiant que la plupart des cartes de l'époque ne le mentionnent même pas. Son père, Jacques, travaille des terres en location. Sa mère, Isabelle, file la laine, et absolument rien chez la petite Jeanne d'Arc ne suggère qu'elle aura bientôt des administrateurs anglais calculant le coût exact de sa torture. La France de son enfance est un royaume à l'agonie, partagé entre les occupants anglais et leurs alliés bourguignons, avec le dauphin légitime, Charles, se terrant dans ce qui reste de son territoire au sud de la Loire. Les forces anglaises contrôlent Paris, la Normandie et la majeure partie du nord de la France, tandis que les familles nobles françaises ont été systématiquement achetées, intimidées ou massacrées pour les soumettre. Dans ce monde, les opinions d'une paysanne sur la politique comptent à peu près autant que ses pensées sur la théologie, c'est à dire pas du tout. Mais à 13 ans, dans le jardin de son père à Domrémy, Jeanne vit quelque chose qui remodèlera à jamais la politique européenne. Elle le décrira plus tard comme une voix accompagnée d'une lumière brillante, s'identifiant comme l'archange Michel, lui ordonnant de chasser les Anglais de France et d'assurer le couronnement du dauphin à la cathédrale de Reims. La plupart des paysannes médiévales ayant des visions religieuses auraient été mariées rapidement pour éviter de mettre CC 65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait une découverte qui a révélé non seulement une fraude séculaire, mais quelque chose de bien plus sinistre sur la manière dont la vérité historique est enterrée. Ces fragments d'os calcinés, ce tissu noirci, ce fémur de chatte vénéré dans les musées français depuis plus d'un siècle, ne provenaient pas du tout d'une sainte française du XVe siècle. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils appartenaient à une momie égyptienne datant du VIe au IIIe siècle avant J.C., soigneusement transformées en fausses reliques au cours du XIXe siècle. Mais voici ce qui est vraiment glaçant dans cette découverte. Le fait que quelqu'un se soit donné tant de mal pour créer de faux restes prouve à quel point les Anglais avaient réussi leur plan initial. Ils n'ont pas seulement tué Jeanne d'Arc, ils ont anéanti toute trace de son existence physique si minutieusement que, des siècles plus tard, les gens étaient assez désespérés pour vénérer les os d'un ancien Égyptien. Les bourreaux anglais de 1430 et un ont accompli quelque chose que même les régimes totalitaires modernes peinent à réaliser. L'effacement complet de l'héritage matériel de leurs victimes, mais ce qu'ils n'ont pas pu effacer, ce sont leurs propres mots. Les hommes mêmes qui ont orchestré la torture de Jeanne ont tenu des registres obsessionnels de chaque détail, chaque paiement, chaque cruauté délibérée. Ils ont documenté leurs crimes avec la précision de comptables et la minutie d'historiens, presque comme s'ils voulaient que la postérité soit témoin de leur destruction méthodique d'une adolescente.
Et maintenant, 6 siècles plus tard, leurs propres témoignages révèlent exactement comment ils ont construit leur machinerie de la souffrance. La question qui hantait les nuits sans sommeil de ce bourreau résonne encore à travers ces documents: comment détruire systématiquement non seulement une personne, mais la possibilité même de son souvenir physique? La réponse réside dans la compréhension que ce qui est arrivé à Jeanne n'était pas une exécution, c'était une expérience d'élimination totale, et nous sommes sur le point d'examiner chaque étape documentée de ce processus. Mais avant de nous plonger dans ces documents de destruction systématique, vous devez comprendre exactement ce que les Anglais cherchaient si désespérément à éliminer. 6 janvier 1412. Une paysanne naît à Domrémy, un village si insignifiant que la plupart des cartes de l'époque ne le mentionnent même pas. Son père, Jacques, travaille des terres en location. Sa mère, Isabelle, file la laine, et absolument rien chez la petite Jeanne d'Arc ne suggère qu'elle aura bientôt des administrateurs anglais calculant le coût exact de sa torture. La France de son enfance est un royaume à l'agonie, partagé entre les occupants anglais et leurs alliés bourguignons, avec le dauphin légitime, Charles, se terrant dans ce qui reste de son territoire au sud de la Loire. Les forces anglaises contrôlent Paris, la Normandie et la majeure partie du nord de la France, tandis que les familles nobles françaises ont été systématiquement achetées, intimidées ou massacrées pour les soumettre. Dans ce monde, les opinions d'une paysanne sur la politique comptent à peu près autant que ses pensées sur la théologie, c'est à dire pas du tout. Mais à 13 ans, dans le jardin de son père à Domrémy, Jeanne vit quelque chose qui remodèlera à jamais la politique européenne. Elle le décrira plus tard comme une voix accompagnée d'une lumière brillante, s'identifiant comme l'archange Michel, lui ordonnant de chasser les Anglais de France et d'assurer le couronnement du dauphin à la cathédrale de Reims. La plupart des paysannes médiévales ayant des visions religieuses auraient été mariées rapidement pour éviter de mettre leur famille dans l'embarras, mais les voix de Jeanne s'accompagnent d'instructions militaires et politiques spécifiques qu'il semble impossible pour une fermière illettrée d'avoir conçues. Sa connaissance détaillée du protocole de la cour, de la stratégie militaire et des arguments théologiques étonnera plus tard le clergé instruit qui l'examinera. Mais en 1428, elle n'est qu'une adolescente déterminée exigeant du capitaine local, Robert de Baudricourt, qui lui fournisse une escorte armée jusqu'à la cour du dauphin à Chinon. La réponse initiale de Baudricourt est prévisible. Il dit au cousin de Jeanne de la ramener chez elle et suggère que son père lui inculque un peu de bon sens à coups de bâton. Mais la persistance de Jeanne, combinée à sa capacité étrange à prédire les issues militaires, finit par user la résistance. Lorsqu'elle prédit correctement une défaite française majeure à la bataille des Harengs avant que la nouvelle n'atteigne Vaucouleurs, Baudricourt commence à se demander si cette étrange jeune fille ne serait pas réellement d'inspiration divine. Le voyage de 11 jours à travers le territoire contrôlé par les Anglais aurait dû être la condamnation à mort de Jeanne, une paysanne voyageant avec 6 hommes d'armes à travers des terres ennemies où le viol et le meurtre sont quotidiens. Au lieu de cela, elle atteint Chinon vivante et convainc d'une manière ou d'une autre le dauphin que Dieu l'a choisi pour sauver la France. Quelques mois après cette vision dans le jardin, Jeanne portera une armure et commandera des armées, passant d'une fermière inconnue à la femme la plus célèbre d'Europe. Ce que Jeanne ne savait pas, c'est que son succès ferait d'elle la prisonnière la plus précieuse du continent. Et les prisonniers de valeur ne meurent pas facilement, ils ont des morts utiles. Déjà, à la cour anglaise, les administrateurs commencent à calculer non seulement les réponses militaires aux victoires de Jeanne, mais quelque chose de bien plus sinistre. Combien il en coûterait de la détruire si complètement qu'elle devienne un exemple plutôt qu'une martyre? Et avec quelle minutie cette destruction devrait être documentée pour servir leurs objectifs politiques? Les administrateurs anglais qui calculaient la destruction de Jeanne avaient de bonnes raisons pour leur panique grandissante, car ce que cette paysanne de 17 ans a accompli en l'espace d'une seule année défiait toutes les règles de la guerre médiévale. 29 avril 1429. Jeanne arrive à Orléans, où les forces anglaises maintiennent un siège de fer depuis 7 mois, affamant lentement les 40 000 habitants de la ville pour les forcer à se rendre. Les fortifications anglaises, appelées Bastilles, encerclent la ville comme un piège mortel médiéval d'immenses structures en bois et en pierre hérissées de canons et d'arbalètes, positionnés pour intercepter tout convoi de ravitaillement ou force de secours. Les experts militaires de l'époque considéraient la chute d'Orléans comme inévitable,
le dernier clou dans le cercueil de la France, mais moins de 4 jours après l'arrivée de Jeanne, les Anglais fuient en désordre complet. Comment une fermière illettrée réussit-elle ce que les plus grands esprits militaires de France n'ont pas pu accomplir en 7 mois? Les soldats qui ont combattu à ses côtés ont laissé des témoignages qui ressemblent moins à des rapports militaires qu'à des récits de miracles. Jean Dolon, son écuyer personnel, décrit Jeanne positionnant l'artillerie avec une précision qui stupéfia les ingénieurs professionnels, prédisant exactement où les défenses anglaises s'effondreraient sous le bombardement. Le duc d'Alençon se souvient qu'elle a esquivé un boulet de canon en se baissant au moment précis, puis l'a calmement informé qu'un autre tir le tuerait s'il ne bougeait pas d'un endroit spécifique. Plus remarquable encore, Jeanne est blessée par une flèche entre le cou et l'épaule lors de l'assaut de la forteresse des Tourelles, mais retourne au combat le jour même, menant la charge finale qui brise la résistance anglaise. L'impact psychologique de sa présence semble multiplier l'efficacité combative des Français, des soldats qui battaient en retraite, terrorisés, depuis des mois avancent soudainement avec un courage suicidaire lorsque Jeanne lève sa bannière blanche ornée des noms de Jésus et Marie. La campagne de la Loire qui suit se lit comme un manuel militaire sur les opérations offensives rapides, chaque victoire créant une dynamique pour la suivante. Jargeau tombe en 3 jours, Meung-sur-Loire capitule sans siège, et à Patay, les forces de Jeanne réalisent ce que les historiens militaires considèrent encore comme impossible, une charge de cavalerie qui détruit une armée anglaise de plus de 2000 hommes, tout en subissant des pertes de moins de 30. Le commandant anglais Lord Talbot, auparavant considéré comme invincible, est capturé avec la plupart de ses officiers. Mais le plus grand triomphe de Jeanne n'est pas militaire. Il est symbolique. 17 juillet 1429, cathédrale de Reims. Charles VII s'agenouille devant l'autel, tandis que l'archevêque de Reims place la couronne de France sur sa tête, Jeanne se tenant à proximité avec sa bannière. Pour la première fois en 8 ans, la France a un roi dûment consacré. Et toutes les prétentions anglaises à la souveraineté française sont réduites à du papier et à des faux-semblants. Jeanne accomplit en 15 mois ce que des diplomates et des généraux professionnels n'ont pu réaliser en des décennies, transformant un royaume croupion démoralisé en une nation revitalisée capable d'expulser à terme entièrement les forces anglaises. Les foules qui l'acclament dans les villes françaises ne célèbrent pas seulement des victoires militaires, elles assistent à la résurrection de l'identité nationale française. Mais le succès engendre des ennemis, et les ennemis de Jeanne ne planifiaient pas seulement sa défaite sur de futurs champs de bataille, ils préparaient quelque chose de bien pire. En territoire contrôlé par les Anglais, une autre sorte de campagne commençait déjà, une campagne qui serait documentée dans les moindres détails par les hommes mêmes qui l'ont orchestrée, presque comme s'ils voulaient que l'histoire se souvienne exactement de ce qu'ils ont fait à la paysanne, qui les avait si complètement humiliés. Ces administrateurs anglais eurent l'occasion de mettre en œuvre leur plan soigneusement calculé le 23 mai 1430, lorsque Jeanne d'Arc commet une erreur de calcul fatale qui lui coûtera tout. Compiègne, une ville forteresse stratégique sur l'Oise, s'est déclarée pour Charles VII bien qu'elle soit encerclée par les forces bourguignonnes et anglaises. Jeanne arrive pour renforcer la garnison, mais elle trouve une situation militaire bien plus désespérée que ce à quoi ses victoires précédentes l'avaient habituée. Le commandant bourguignon, Jean de Luxembourg, a positionné ses forces pour couper toutes les voies d'approvisionnement de la ville, tandis que des renforts anglais sous le commandement du comte de Warwick marchent vers le nord pour compléter l'encerclement. Le génie tactique de Jeanne, qui l'a si bien servi dans les opérations offensives, devient un handicap dans ce scénario défensif où la patience plutôt que l'audace offre la seule voie de survie. Dans l'après-midi du 23 mai, Jeanne mène une sortie contre les positions bourguignonnes à l'extérieur des murs de la ville, repoussant initialement les forces ennemies avec ses tactiques agressives caractéristiques. Mais nous ne sommes pas à Orléans, où les forces anglaises étaient dispersées entre plusieurs bastilles. Ici, la cavalerie bourguignonne concentrée peut répondre rapidement aux attaques françaises. Lorsque les renforts anglais arrivent plus tôt que prévu, les forces de Jeanne se retrouvent prises entre le marteau et l'enclume, la retraite vers Compiègne étant leur seule option. C'est là que Jeanne prend la décision qui scelle son destin. Au lieu de fuir avec ses hommes pour se mettre en sécurité à l'intérieur des murs de la ville, elle reste avec l'arrière-garde, couvrant personnellement le repli pour s'assurer que chaque soldat français atteigne la sécurité. C'est le genre de courage désintéressé qui l'a rendu aimé des simples soldats.
mais cela la place dans la position exacte que ses ennemis espéraient. Isolé, en infériorité numérique et loin de tout secours. Un carreau d'arbalète d'un archer bourguignon frappe son cheval, et lorsque l'animal tombe, Jeanne ne peut remonter dans sa lourde armure avant que la cavalerie ennemie ne l'encercle. Elle se rend à un noble bourguignon nommé Lionel de Vendôme, qui comprend immédiatement qu'il a capturé la prisonnière la plus précieuse d'Europe. Mais c'est là que l'histoire prend sa première tournure véritablement inquiétante. Les négociations sur la rançon de Jeanne révèlent que les Anglais ne voulaient pas seulement sa capture, ils la voulaient vivante, intacte et disponible à des fins très spécifiques. Le prix qu'ils acceptent de payer, 10 000 livres tournois, équivaut à la valeur de plusieurs châteaux et représente plus d'argent que la plupart des familles nobles ne voient en une génération. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, calcule que cette somme dépasse tout avantage militaire possible que Jeanne pourrait fournir si elle était secourue, faisant de sa vente aux Anglais une opportunité financière irrésistible. Ce qui rend cette trahison encore plus dévastatrice, c'est l'abandon complet de Charles VII envers la femme qu'il a placée sur le trône. Aucune tentative de sauvetage n'est organisée, aucune contre-rançon n'est offerte, aucune pression diplomatique n'est exercée. Le roi que Jeanne a couronné laisse simplement sa plus grande partisane être vendue à ses ennemis comme un bien matériel. Mais ce qui est troublant dans la réponse anglaise à la capture de Jeanne, c'est qu'ils ne la voulaient pas seulement morte, ils ont tenu des registres financiers méticuleux de chaque paiement effectué pour son procès, presque comme s'ils voulaient une trace écrite. Les documents du Trésor anglais de cette période se lisent comme des rapports budgétaires pour une entreprise commerciale, détaillant les coûts pour les membres du tribunal, les paiements des témoins et les préparatifs des installations avec la précision de comptables plutôt que la passion de conquérants cherchant vengeance. Jeanne passe 4 mois en captivité au château de Beaurevoir, pendant lesquels les administrateurs anglais ont le temps de planifier exactement comment sa mort servirait leurs objectifs politiques. Et lorsque ces plans furent enfin révélés, ils étaient plus calculés et cruels que quiconque aurait pu l'imaginer une campagne systématique pour détruire non seulement la vie de Jeanne, mais tout son héritage, documenté avec une minutie bureaucratique qui suggère qu'il comprenait qu'il créait un modèle sur la manière d'éliminer les saints gênants. 3 janvier 1431, Jeanne arrive à Rouen, transférée de la garde bourguignonne à la forteresse de Bouvreuil, où des gardes anglais l'attendent pour l'escorter jusqu'à une cellule spécialement préparée pour son emprisonnement. Elle ignore qu'elle s'apprête à subir le procès le plus truqué de l'histoire médiévale, un procès en préparation depuis le moment où sa rançon a été négociée. Ce que Jeanne voit, c'est une sinistre chambre de tour en pierre, avec une paillasse et une petite fenêtre, ce qu'elle ne peut pas voir. C'est l'importante paperasserie que les administrateurs anglais génèrent depuis des mois, documentant chaque aspect de son futur meurtre judiciaire avec la minutie d'une transaction commerciale. Les archives du Trésor anglais révèlent des paiements à l'évêque Pierre Cochon totalisant 765 livres tournois, non seulement pour avoir présidé le procès de Jeanne, mais pour des services rendus au cours des 153 jours précédents, alors qu'elle était encore aux mains des Bourguignons. Ce n'était pas un procès organisé après sa capture, c'était une exécution légale planifiée alors qu'elle remportait encore des batailles pour la France. Des paiements journaliers de 20 sous tournois sont versés à chaque assesseur, des ecclésiastiques triés sur le volet, qui ont reçu de l'or anglais pour leur coopération antérieure à soutenir la prétention d'Henri VI au trône de France. L'Université de Paris, cet arbitre supposément neutre en matière théologique, reçoit des paiements institutionnels pour fournir des avis d'experts sur les tendances hérétiques de Jeanne, des avis qu'il développe sur la base de rapports sur ses activités plutôt que sur un examen réel de ses croyances. Pierre Cochon lui-même représente tout ce qu'il y a de corrompu dans ce processus. Un évêque français qui a passé des années à servir les intérêts anglais, récompensé par des postes lucratifs pour sa volonté de subordonner le droit canonique à la nécessité politique. Sa nomination comme juge de Jeanne viole les principes ecclésiastiques fondamentaux, puisque Jeanne a été capturée à Compiègne, qui relève de la juridiction de l'évêque de Beauvais, un territoire qui a été perdu au profit des forces françaises, ce qui signifie que Cochon n'a aucune autorité légitime pour la juger. Mais les Anglais ne se souciaient pas des subtilités juridiques quand ils peuvent simplement payer pour le verdict dont ils ont besoin. Le choix du lieu révèle une manipulation supplémentaire. Rouen, la capitale administrative de la Normandie occupée par les Anglais, où chaque fonctionnaire,
chaque garde, chaque serviteur dépend des salaires anglais pour sa survie. Jeanne fera face à ses accusateurs dans une ville où la soutenir signifie trahir l'autorité occupante, entourée de gens dont les moyens de subsistance dépendent de sa condamnation. Encore plus troublants sont les documents de contingence récemment découverts, montrant que les Anglais avaient des plans de secours prêts au cas où Jeanne ne pourrait être condamnée pour hérésie, des accusations alternatives de trahison, de sorcellerie et de conspiration qui pourraient être déployées si leur scénario préféré ne parvenait pas à convaincre le tribunal. Ce n'était pas une procédure judiciaire cherchant la vérité. C'était une exécution prédéterminée avec plusieurs scénarios préparés pour justifier l'issue inévitable. La guerre psychologique commence dès l'arrivée de Jeanne. Au lieu d'être placée sous la surveillance d'autorités religieuses féminines, comme l'exige le droit canon pour les femmes accusées, elle est gardée par des soldats anglais délibérément choisis pour leur hostilité envers sa cause. La menace constante de la torture plane sur sa cellule, non seulement comme une procédure judiciaire, mais comme une pression psychologique conçue pour briser sa résistance avant même le début de l'interrogatoire formel. On lui refuse l'accès à un conseil amical, elle est coupée de ses partisans et soumise à un régime d'isolement qui serait considéré comme de la torture selon les normes modernes. Ses gardes rapportent ses conversations aux officiels anglais, qui analysent ses déclarations pour y déceler des faiblesses qu'ils pourront exploiter lors de l'interrogatoire. Ce qui est le plus troublant n'est pas seulement la nature exhaustive de ce procès truqué, c'est la minutie avec laquelle les Anglais ont documenté leurs propres manipulations, préservant les registres de paiement, les instructions et la planification stratégique avec une fierté bureaucratique qui suggère qu'ils considéraient leur corruption systématique de la justice ecclésiastique comme un exploit digne d'être commémoré. Ces hommes ne se contentaient pas de planifier la mort de Jeanne, ils créaient un modèle juridique pour détruire les saints gênants et ils voulaient que les générations futures étudient leur méthodologie. 21 février 1431. Jeanne entre dans la salle d'audience à 8 heures du matin, conduite par l'exécuteur Jean Massieu devant 42 ecclésiastiques assemblés dont les visages ne révèlent rien de la guerre psychologique qu'il s'apprête à déchaîner. Ce qui s'est passé ensuite a été consigné mot pour mot par 3 notaires indépendants, et leurs archives révèlent une torture psychologique déguisée en procédure judiciaire avec une sophistication qui ne déparerait pas dans un manuel de renseignement moderne. Le notaire en chef, Guillaume Manchon, est assis en évidence à son bureau, sa plume se déplaçant rapidement sur le parchemin, tandis qu'il capture chaque question et chaque réponse dans des minutes détaillées en français qui seront collationnées chaque soir en un procès-verbal permanent. Mais ce que Jeanne ne voit pas, ce sont les scribes supplémentaires dissimulés derrière des rideaux dans la salle, des notaires secrets dont le travail n'est pas d'enregistrer ses paroles réelles, mais de documenter ses réponses dans CC 65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait une découverte qui a révélé non seulement une fraude séculaire, mais quelque chose de bien plus sinistre sur la manière dont la vérité historique est enterrée.
Ces fragments d'os calcinés, ce tissu noirci, ce fémur de chatte vénéré dans les musées français depuis plus d'un siècle, ne provenaient pas du tout d'une sainte française du XVe siècle. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils appartenaient à une momie égyptienne datant du 6e au 3e siècle avant JC, soigneusement transformés en fausses reliques au cours du 19e siècle. Mais CC 65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait une découverte qui a révélé non seulement une fraude séculaire, mais quelque chose de bien plus sinistre sur la manière dont la vérité historique est enterrée. Ces fragments d'os calcinés, ce tissu noirci, ce fémur de chatte vénéré dans les musées français depuis plus d'un siècle, ne provenaient pas du tout d'une sainte française du XVe siècle. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils appartenaient à une momie égyptienne datant du 6e au 3e siècle avant JC, soigneusement transformés en fausses reliques au cours du 19e siècle. Mais voici ce qui est vraiment glaçant dans cette découverte. Le fait que quelqu'un se soit donné tant de mal pour créer de faux restes prouve à quel point les Anglais avaient réussi leur plan initial. Ils n'ont pas seulement tué Jeanne d'Arc, ils ont anéanti toute trace de son existence physique si minutieusement que, des siècles plus tard, les gens étaient assez désespérés pour vénérer les os d'un ancien Égyptien. Les bourreaux anglais de 1430 et ont accompli quelque chose que même les régimes totalitaires modernes peinent à réaliser. L'effacement complet de l'héritage matériel de leurs victimes, mais ce qu'ils n'ont pas pu effacer, ce sont leurs propres mots. Les hommes mêmes qui ont orchestré la torture de Jeanne ont tenu des registres obsessionnels de chaque détail, chaque paiement, chaque cruauté délibérée. Ils ont documenté leurs crimes avec la précision de comptables et la minutie d'historiens, presque comme s'ils voulaient que la postérité soit témoin de leur destruction méthodique d'une adolescente. Et maintenant, 6 siècles plus tard, leurs propres témoignages révèlent exactement comment ils ont construit leur machinerie de la souffrance. La question qui hantait les nuits sans sommeil de ce bourreau résonne encore à travers ces documents. Comment détruire systématiquement non seulement une personne, mais la possibilité même de son souvenir physique? La réponse réside dans la compréhension que ce qui est arrivé à Jeanne n'était pas une exécution, c'était une expérience d'élimination totale, et nous sommes sur le point d'examiner chaque étape documentée de ce processus. Mais avant de nous plonger dans ces documents de destruction systématique, vous devez comprendre exactement ce que les Anglais cherchaient si désespérément à éliminer. 6 janvier 1412. Une paysanne naît à Domrémy, un village si insignifiant que la plupart des cartes de l'époque ne le mentionnent même pas. Son père, Jacques, travaille des terres en location. Sa mère, Isabelle, file la laine, et absolument rien chez la petite Jeanne d'Arc ne suggère qu'elle aura bientôt des administrateurs anglais calculant le coût exact de sa torture. La France de son enfance est un royaume à l'agonie, partagé entre les occupants anglais et leurs alliés bourguignons, avec le dauphin légitime, Charles,
se terrant dans ce qui reste de son territoire au sud de la Loire. Les forces anglaises contrôlent Paris, la Normandie et la majeure partie du nord de la France, tandis que les familles nobles françaises ont été systématiquement achetées, intimidées ou massacrées pour les soumettre. Dans ce monde, les opinions d'une paysanne sur la politique comptent à peu près autant que ses pensées sur la théologie, c'est à dire pas du tout. Mais à 13 ans, dans le jardin de son père à Domrémy, Jeanne vit quelque chose qui remodèlera à jamais la politique européenne. Elle le décrira plus tard comme une voix accompagnée d'une lumière brillante, s'identifiant comme l'archange Michel, lui ordonnant de chasser les Anglais de France et d'assurer le couronnement du dauphin à la cathédrale de Reims. La plupart des paysannes médiévales ayant des visions religieuses auraient été mariées rapidement pour éviter de mettre leur famille dans l'embarras, mais les voix de Jeanne s'accompagnent d'instructions militaires et politiques spécifiques qu'il semble impossible pour une fermière illettrée d'avoir conçues. Sa connaissance détaillée du protocole de la cour, de la stratégie militaire et des arguments théologiques étonnera plus tard le clergé instruit qui l'examinera. Mais en 1428, elle n'est qu'une adolescente déterminée exigeant du capitaine local, Robert de Baudricourt, qui lui fournisse une escorte armée jusqu'à la cour du dauphin à Chinon. La réponse initiale de Baudricourt est prévisible. Il dit au cousin de Jeanne de la ramener chez elle et suggère que son père lui inculque un peu de bon sens à coups de bâton. Mais la persistance de Jeanne, combinée à sa capacité étrange à prédire les issues militaires, finit par user la résistance. Lorsqu'elle prédit correctement une défaite française majeure à la bataille des Harengs avant que la nouvelle n'atteigne Vaucouleurs, Baudricourt commence à se demander si cette étrange jeune fille ne serait pas réellement d'inspiration divine. Le voyage de 11 jours à travers le territoire contrôlé par les Anglais aurait dû être la condamnation à mort de Jeanne, une paysanne voyageant avec 6 hommes d'armes à travers des terres ennemies où le viol et le meurtre sont quotidiens. Au lieu de cela, elle atteint Chinon vivante et convainc d'une manière ou d'une autre le dauphin que Dieu l'a choisi pour sauver la France. Quelques mois après cette vision dans le jardin, Jeanne portera une armure et commandera des armées, passant d'une fermière inconnue à la femme la plus célèbre d'Europe. Ce que Jeanne ne savait pas, c'est que son succès ferait d'elle la prisonnière la plus précieuse du continent. Et les prisonniers de valeur ne meurent pas facilement, ils ont des morts utiles. Déjà, à la cour anglaise, les administrateurs commencent à calculer non seulement les réponses militaires aux victoires de Jeanne, mais quelque chose de bien plus sinistre. Combien il en coûterait de la détruire si complètement qu'elle devienne un exemple plutôt qu'une martyre? Et avec quelle minutie cette destruction devrait être documentée pour servir leurs objectifs politiques? Les administrateurs anglais qui calculaient la destruction de Jeanne avaient de bonnes raisons pour leur panique grandissante, car ce que cette paysanne de 17 ans a accompli en l'espace d'une seule année défiait toutes les règles de la guerre médiévale. 29 avril 1429. Jeanne arrive à Orléans, où les forces anglaises maintiennent un siège de fer depuis 7 mois, affamant lentement les 40 000 habitants de la ville pour les forcer à se rendre. Les fortifications anglaises, appelées Bastilles, encerclent la ville comme un piège mortel médiéval d'immenses structures en bois et en pierre hérissées de canons et d'arbalètes, positionnés pour intercepter tout convoi de ravitaillement ou force de secours. Les experts militaires de l'époque considéraient la chute d'Orléans comme inévitable, le dernier clou dans le cercueil de la France, mais moins de 4 jours après l'arrivée de Jeanne, les Anglais fuient en désordre complet. Comment une fermière illettrée réussit-elle ce que les plus grands esprits militaires de France n'ont pas pu accomplir en 7 mois? Les soldats qui ont combattu à ses côtés ont laissé des témoignages qui ressemblent moins à des rapports militaires qu'à des récits de miracles. Jean d'Aulon, son écuyer personnel, décrit Jeanne positionnant l'artillerie avec une précision qui stupéfia les ingénieurs professionnels, prédisant exactement où les défenses anglaises s'effondreraient sous le bombardement. Le duc d'Alençon se souvient qu'elle a esquivé un boulet de canon en se baissant au moment précis, puis l'a calmement informé qu'un autre tir le tuerait s'il ne bougeait pas d'un endroit spécifique. Plus remarquable encore, Jeanne est blessée par une flèche entre le cou et l'épaule lors de l'assaut de la forteresse des Tourelles, mais retourne au combat le jour même, menant la charge finale qui brise la résistance anglaise. L'impact psychologique de sa présence semble multiplier l'efficacité combative des Français, des soldats qui battaient en retraite, terrorisés, depuis des mois avancent soudainement avec un courage suicidaire lorsque Jeanne lève sa bannière blanche ornée des noms de Jésus et Marie.
La campagne de la Loire qui suit se lit comme un manuel militaire sur les opérations offensives rapides, chaque victoire créant une dynamique pour la suivante. Jargeau tombe en 3 jours, Meung-sur-Loire capitule sans siège, et à Patay, les forces de Jeanne réalisent ce que les historiens militaires considèrent encore comme impossible, une charge de cavalerie qui détruit une armée anglaise de plus de 2000 hommes, tout en subissant des pertes de moins de 30. Le commandant anglais Lord Talbot, auparavant considéré comme invincible, est capturé avec la plupart de ses officiers. Mais le plus grand triomphe de Jeanne n'est pas militaire. Il est symbolique. 17 juillet 1429, cathédrale de Reims. Charles VII s'agenouille devant l'autel, tandis que l'archevêque de Reims place la couronne de France sur sa tête, Jeanne se tenant à proximité avec sa bannière. Pour la première fois en 8 ans, la France a un roi dûment consacré. Et toutes les prétentions anglaises à la souveraineté française sont réduites à du papier et à des faux-semblants. Jeanne accomplit en 15 mois ce que des diplomates et des généraux professionnels n'ont pu réaliser en des décennies, transformant un roi. CC 65 FR. CC 65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait une découverte qui a révélé non seulement une fraude séculaire, mais quelque chose de bien plus sinistre sur la manière dont la vérité historique est enterrée. Ces fragments d'os calcinés, ce tissu noirci, ce fémur de chatte vénéré dans les musées français depuis plus d'un siècle, ne provenaient pas du tout d'une sainte française du XVe siècle. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils appartenaient à une momie égyptienne datant du VIe au IIIe siècle avant J.C., soigneusement transformées en fausses reliques au cours du XIXe siècle. Mais voici ce qui est vraiment glaçant dans cette découverte. Le fait que quelqu'un se soit donné tant de mal pour créer de faux restes prouve à quel point les Anglais avaient réussi leur plan initial. Ils n'ont pas seulement tué Jeanne d'Arc, ils ont anéanti toute trace de son existence physique si minutieusement que, des siècles plus tard, les gens étaient assez désespérés pour vénérer les os d'un ancien Égyptien. Les bourreaux anglais de 1430 et un ont accompli quelque chose que même les régimes totalitaires modernes peinent à réaliser. L'effacement complet de l'héritage matériel de leurs victimes, mais ce qu'ils n'ont pas pu effacer, ce sont leurs propres mots. Les hommes mêmes qui ont orchestré la torture de Jeanne ont tenu des registres obsessionnels de chaque détail, chaque paiement, chaque cruauté délibérée. Ils ont documenté leurs crimes avec la précision de comptables et la minutie d'historiens, presque comme s'ils voulaient que la postérité soit témoin de leur destruction méthodique d'une adolescente. Et maintenant, 6 siècles plus tard, leurs propres témoignages révèlent exactement comment ils ont construit leur machinerie de la souffrance. La question qui hantait les nuits sans sommeil de ce bourreau résonne encore à travers ces documents. Comment détruire systématiquement non seulement une personne, mais la possibilité même de son souvenir physique? La réponse réside dans la compréhension que ce qui est arrivé à Jeanne n'était pas une exécution,
C'était une expérience d'élimination totale, et nous sommes sur le point d'examiner chaque étape documentée de ce processus. Mais avant de nous plonger dans ces documents de destruction systématique, vous devez comprendre exactement ce que les Anglais cherchaient si désespérément à éliminer. 6 janvier 1412. Une paysanne naît à Domrémy, un village si insignifiant que la plupart des cartes de l'époque ne le mentionnent même pas. Son père, Jacques, travaille des terres en location. Sa mère, Isabelle, file la laine, et absolument rien chez la petite Jeanne d'Arc ne suggère qu'elle aura bientôt des administrateurs anglais calculant le coût exact de sa torture. La France de son enfance est un royaume à l'agonie, partagé entre les occupants anglais et leurs alliés bourguignons, avec le dauphin légitime, Charles, se terrant dans ce qui reste de son territoire au sud de la Loire. Les forces anglaises contrôlent Paris, la Normandie et la majeure partie du nord de la France, tandis que les familles nobles françaises ont été systématiquement achetées, intimidées ou massacrées pour les soumettre. Dans ce monde, les opinions d'une paysanne sur la politique comptent à peu près autant que ses pensées sur la théologie, c'est à dire pas du tout. Mais à 13 ans, dans le jardin de son père à Domrémy, Jeanne vit quelque chose qui remodèlera à jamais la politique européenne. Elle le décrira plus tard comme une voix accompagnée d'une lumière brillante, s'identifiant comme l'archange Michel, lui ordonnant de chasser les Anglais de France et d'assurer le couronnement du dauphin à la cathédrale de Reims. La plupart des paysannes médiévales ayant des visions religieuses auraient été mariées rapidement pour éviter de mettre leur famille dans l'embarras, mais les voix de Jeanne s'accompagnent d'instructions militaires et politiques spécifiques qu'il semble impossible pour une fermière illettrée d'avoir conçues. Sa connaissance détaillée du protocole de la cour, de la stratégie militaire et des arguments théologiques étonnera plus tard le clergé instruit qui l'examinera. Mais en 1428, elle n'est qu'une adolescente déterminée exigeant du capitaine local, Robert de Baudricourt, qui lui fournisse une escorte armée jusqu'à la cour du dauphin à Chinon. La réponse initiale de Baudricourt est prévisible. Il dit au cousin de Jeanne de la ramener chez elle et suggère que son père lui inculque un peu de bon sens à coups de bâton. Mais la persistance de Jeanne, combinée à sa capacité étrange à prédire les issues militaires, finit par user la résistance. Lorsqu'elle prédit correctement une défaite française majeure à la bataille des Harengs avant que la nouvelle n'atteigne Vaucouleurs, Baudricourt commence à se demander si cette étrange jeune fille ne serait pas réellement d'inspiration divine. Le voyage de 11 jours à travers le territoire contrôlé par les Anglais aurait dû être la condamnation à mort de Jeanne, une paysanne voyageant avec 6 hommes d'armes à travers des terres ennemies où le viol et le meurtre sont quotidiens. Au lieu de cela, elle atteint Chinon vivante et convainc d'une manière ou d'une autre le dauphin que Dieu l'a choisi pour sauver la France. Quelques mois après cette vision dans le jardin, Jeanne portera une armure et commandera des armées, passant d'une fermière inconnue à la femme la plus célèbre d'Europe. Ce que Jeanne ne savait pas, c'est que son succès ferait d'elle la prisonnière la plus précieuse du continent. Et les prisonniers de valeur ne meurent pas facilement, ils ont des morts utiles. Déjà, à la cour anglaise, les administrateurs commencent à calculer non seulement les réponses militaires aux victoires de Jeanne, mais quelque chose de bien plus sinistre. Combien il en coûterait de la détruire si complètement qu'elle devienne un exemple plutôt qu'une martyre? Et avec quelle minutie cette destruction devrait être documentée pour servir leurs objectifs politiques? Les administrateurs anglais qui calculaient la destruction de Jeanne avaient de bonnes raisons pour leur panique grandissante, car ce que cette paysanne de 17 ans a accompli en l'espace d'une seule année défiait toutes les règles de la guerre médiévale. 29 avril 1429. Jeanne arrive à Orléans, où les forces anglaises maintiennent un siège de fer depuis 7 mois, affamant lentement les 40 000 habitants de la ville pour les forcer à se rendre. Les fortifications anglaises, appelées Bastilles, encerclent la ville comme un piège mortel médiéval d'immenses structures en bois et en pierre hérissées de canons et d'arbalètes, positionnés pour intercepter tout convoi de ravitaillement ou force de secours. Les CC-65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation,
révèle la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait une découverte qui a révélé non seulement une fraude séculaire, mais quelque chose de bien plus sinistre sur la manière dont la vérité historique est enterrée. Ces fragments d'os calcinés, ce tissu noirci, ce fémur de chatte vénéré dans les musées français depuis plus d'un siècle, ne provenaient pas du tout d'une sainte française du XVe siècle. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils appartenaient à une momie égyptienne datant du VIe au IIIe siècle avant J.C., soigneusement transformées en fausses reliques au cours du XIXe siècle. Mais voici ce qui est vraiment glaçant dans cette découverte. Le fait que quelqu'un se soit donné tant de mal pour créer de faux restes. CC 65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait une découverte qui a révélé non seulement une fraude séculaire, mais quelque chose de bien plus sinistre sur la manière dont la vérité historique est enterrée. Ces fragments d'os calcinés, ce tissu noirci, ce fémur de chatte vénéré dans les musées français depuis plus d'un siècle, ne provenaient pas du tout d'une sainte française du XVe siècle. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils appartenaient à une momie égyptienne datant du VIe au IIIe siècle avant J.C., soigneusement transformées en fausses reliques au cours du XIXe siècle. Mais voici ce qui est vraiment glaçant dans cette découverte. Le fait que quelqu'un se soit donné tant de mal pour créer de faux restes prouve à quel point les Anglais avaient réussi leur plan initial. Ils n'ont pas seulement tué Jeanne d'Arc, ils ont anéanti toute trace de son existence physique si minutieusement que, des siècles plus tard, les gens étaient assez désespérés pour vénérer les os d'un ancien Égyptien. Les bourreaux anglais de 1430 et un ont accompli quelque chose que même les régimes totalitaires modernes peinent à réaliser. L'effacement complet de l'héritage matériel de leurs victimes, mais ce qu'ils n'ont pas pu effacer, ce sont leurs propres mots. Les hommes mêmes qui ont orchestré la torture de Jeanne
ont tenu des registres obsessionnels de chaque détail, chaque paiement, chaque cruauté délibérée. Ils ont documenté leurs crimes avec la précision de comptables et la minutie d'historiens, presque comme s'ils voulaient que la postérité soit témoin de leur destruction méthodique d'une adolescente. Et maintenant, 6 siècles plus tard, leurs propres témoignages révèlent exactement comment ils ont construit leur machinerie de la souffrance. La question qui hantait les nuits sans sommeil de ce bourreau résonne encore à travers ces documents: comment détruire systématiquement non seulement une personne, mais la possibilité même de son souvenir physique? La réponse réside dans la compréhension que ce qui est arrivé à Jeanne n'était pas une exécution, c'était une expérience d'élimination totale, et nous sommes sur le point d'examiner chaque étape documentée de ce processus. Mais avant de nous plonger dans ces documents de destruction systématique, vous devez comprendre exactement ce que les Anglais cherchaient si désespérément à éliminer. 6 janvier 1412. Une paysanne naît à Domrémy, un village si insignifiant que la plupart des cartes de l'époque ne le mentionnent même pas. Son père, Jacques, travaille des terres en location. Sa mère, Isabelle, file la laine, et absolument rien chez la petite Jeanne d'Arc ne suggère qu'elle aura bientôt des administrateurs anglais calculant le coût exact de sa torture. La France de son enfance est un royaume à l'agonie, partagé entre les occupants anglais et leurs alliés bourguignons, avec le dauphin légitime, Charles, se terrant dans ce qui reste de son territoire au sud de la Loire. Les forces anglaises contrôlent Paris, la Normandie et la majeure partie du nord de la France, tandis que les familles nobles françaises ont été systématiquement achetées, intimidées ou massacrées pour les soumettre. Dans ce monde, les opinions d'une paysanne sur la politique comptent à peu près autant que ses pensées sur la théologie, c'est à dire pas du tout. Mais à 13 ans, dans le jardin de son père à Domrémy, Jeanne vit quelque chose qui remodèlera à jamais la politique européenne. Elle le décrira plus tard comme une voix accompagnée d'une lumière brillante, s'identifiant comme l'archange Michel, lui ordonnant de chasser les Anglais de France et d'assurer le couronnement du dauphin à la cathédrale de Reims. La plupart des paysannes médiévales ayant des visions religieuses auraient été mariées rapidement pour éviter de mettre leur famille dans l'embarras, mais les voix de Jeanne s'accompagnent d'instructions militaires et politiques spécifiques qu'il semble impossible pour une fermière illettrée d'avoir conçues. Sa connaissance détaillée du protocole de la cour, de la stratégie militaire et des arguments théologiques étonnera plus tard le clergé instruit qui l'examinera. Mais en 1428, elle n'est qu'une adolescente déterminée exigeant du capitaine local, Robert de Baudricourt, qu'il lui fournisse une escorte armée jusqu'à la cour du dauphin à Chinon. La réponse initiale de Baudricourt est prévisible. Il dit au cousin de Jeanne de la ramener chez elle et suggère que son père lui inculque un peu de bon sens à coups de bâton. Mais la persistance de Jeanne, combinée à sa capacité étrange à prédire les issues militaires, finit par user la résistance. Lorsqu'elle prédit correctement une défaite française majeure à la bataille des Harengs avant que la nouvelle n'atteigne Vaucouleurs, Baudricourt commence à se demander si cette étrange jeune fille ne serait pas réellement d'inspiration divine. Le voyage de 11 jours à travers le territoire contrôlé par les Anglais aurait dû être la condamnation à mort de Jeanne, une paysanne voyageant avec 6 hommes d'armes à travers des terres ennemies où le viol et le meurtre sont quotidiens. Au lieu de cela, elle atteint Chinon vivante et convainc d'une manière ou d'une autre le dauphin que Dieu l'a choisi pour sauver la France. Quelques mois après cette vision dans le jardin, Jeanne portera une armure et commandera des armées, passant d'une fermière inconnue à la femme la plus célèbre d'Europe. Ce que Jeanne ne savait pas, c'est que son succès ferait d'elle la prisonnière la plus précieuse du continent. Et les prisonniers de valeur ne meurent pas facilement, ils ont des morts utiles. Déjà, à la cour anglaise, les administrateurs commencent à calculer non seulement les réponses militaires aux victoires de Jeanne, mais quelque chose de bien plus sinistre. Combien il en coûterait de la détruire si complètement qu'elle devienne un exemple plutôt qu'une martyre? Et avec quelle minutie cette destruction devrait être documentée pour servir leurs objectifs politiques? Les administrateurs anglais qui calculaient la destruction de Jeanne avaient de bonnes raisons pour leur panique grandissante, car ce que cette paysanne de 17 ans a accompli en l'espace d'une seule année défiait toutes les règles de la guerre médiévale. 29 avril 1429. Jeanne arrive à Orléans, où les forces anglaises maintiennent un siège de fer depuis 7 mois, affamant lentement les 40 000 habitants de la ville pour les forcer à se rendre. Les fortifications anglaises, appelées Bastilles,
encerclent la ville comme un piège mortel médiéval d'immenses structures en bois et en pierre hérissées de canons et d'arbalètes, positionnés pour intercepter tout convoi de ravitaillement ou force de secours. Les experts militaires de l'époque considéraient la chute d'Orléans comme inévitable, le dernier clou dans le cercueil de la France, mais moins de 4 jours après l'arrivée de Jeanne, les Anglais fuient en désordre complet. Comment une fermière illettrée réussit-elle ce que les plus grands esprits militaires de France n'ont pas pu accomplir en 7 mois? Les soldats qui ont combattu à ses côtés ont laissé des témoignages qui ressemblent moins à des rapports militaires qu'à des récits de miracles. Jean Dolon, son écuyer personnel, décrit Jeanne positionnant l'artillerie avec une précision qui stupéfia les ingénieurs professionnels, prédisant exactement où les défenses anglaises s'effondreraient sous le bombardement. Le duc d'Alençon se souvient qu'elle a esquivé un boulet de canon en se baissant au moment précis, puis l'a calmement informé qu'un autre tir le tuerait s'il ne bougeait pas d'un endroit spécifique. Plus remarquable encore, Jeanne est blessée par une flèche entre le cou et l'épaule lors de l'assaut de la forteresse des Tourelles, mais retourne au combat le jour même, menant la charge finale qui brise la résistance anglaise. L'impact psychologique de sa présence semble multiplier l'efficacité combative des Français. Des soldats qui battaient en retraite, terrorisés, depuis des mois avancent soudainement avec un courage suicidaire lorsque Jeanne lève sa bannière blanche ornée des noms de Jésus et Marie. La campagne de la Loire qui suit se lit comme un manuel militaire sur les opérations offensives rapides, chaque victoire créant une dynamique pour la suivante. Jargeau tombe en 3 jours, Meung-sur-Loire capitule sans siège, et à Patay, les forces de Jeanne réalisent ce que les historiens militaires considèrent encore comme impossible, une charge de cavalerie qui détruit une armée anglaise de plus de 2000 hommes, tout en subissant des pertes de moins de 30. Le commandant anglais Lord Talbot, auparavant considéré comme invincible, est capturé avec la plupart de ses officiers. Mais le plus grand triomphe de Jeanne n'est pas militaire. Il est symbolique. 17 juillet 1429, cathédrale de Reims. Charles VII s'agenouille devant l'autel, tandis que l'archevêque de Reims place la couronne de France sur sa tête, Jeanne se tenant à proximité avec sa bannière. Pour la première fois en 8 ans, la France a un roi dûment consacré. Et toutes les prétentions anglaises à la souveraineté française sont réduites à du papier et à des faux-semblants. Jeanne accomplit en 15 mois ce que des diplomates et des généraux professionnels n'ont pu réaliser en des décennies, transformant un royaume croupion démoralisé en une nation revitalisée capable d'expulser à terme entièrement les forces anglaises. Les foules qui l'acclament dans les villes françaises ne célèbrent pas seulement des victoires militaires, elles assistent à la résurrection de l'identité nationale française. Mais le succès engendre des ennemis, et les ennemis de Jeanne ne planifiaient pas seulement sa défaite sur de futurs champs de bataille, ils préparaient quelque chose de bien pire. En territoire contrôlé par les Anglais, une autre sorte de campagne commençait déjà, une campagne qui serait documentée dans les moindres détails par les hommes mêmes qui l'ont orchestrée, presque comme s'ils voulaient que l'histoire se souvienne exactement de ce qu'ils ont fait à la paysanne, qui les avait si complètement humiliés. Ces administrateurs anglais eurent l'occasion de mettre en œuvre leur plan soigneusement calculé le 23 mai 1430, lorsque Jeanne d'Arc commet une erreur de calcul fatale qui lui coûtera tout. Compiègne, une ville forteresse stratégique sur l'Oise, s'est déclarée pour Charles VII bien qu'elle soit encerclée par les forces bourguignonnes et anglaises. Jeanne arrive pour renforcer la garnison. Mais elle trouve une situation militaire bien plus désespérée que ce à quoi ses victoires précédentes l'avaient habituée. Le commandant bourguignon, Jean de Luxembourg, a positionné ses forces pour couper toutes les voies d'approvisionnement de la ville, tandis que des renforts anglais sous le commandement du comte de Warwick marchent vers le nord pour compléter l'encerclement. Le génie tactique de Jeanne, qui l'a si bien servi dans les opérations offensives, devient un handicap dans ce scénario défensif où la patience plutôt que l'audace offre la seule voie de survie. Dans l'après-midi du 23 mai, Jeanne mène une sortie contre les positions bourguignonnes à l'extérieur des murs de la ville, repoussant initialement les forces ennemies avec ses tactiques agressives caractéristiques. Mais nous ne sommes pas à Orléans, où les forces anglaises étaient dispersées entre plusieurs bastilles. Ici, la cavalerie bourguignonne concentrée peut répondre rapidement aux attaques françaises. Lorsque les renforts anglais arrivent plus tôt que prévu, les forces de Jeanne se retrouvent prises entre le marteau et l'enclume, la retraite vers Compiègne étant leur seule option. C'est là que Jeanne prend la décision qui scelle son destin.
Au lieu de fuir avec ses hommes pour se mettre en sécurité à l'intérieur des murs de la ville, elle reste avec l'arrière-garde, couvrant personnellement le repli pour s'assurer que chaque soldat français atteigne la sécurité. C'est le genre de courage désintéressé qui l'a rendu aimé des simples soldats, mais cela la place dans la position exacte que ses ennemis espéraient. Isolée, en infériorité numérique et loin de tout secours. Un carreau d'arbalète d'un archer bourguignon frappe son cheval, et lorsque l'animal tombe, Jeanne ne peut remonter dans sa lourde armure avant que la cavalerie ennemie ne l'encercle. Elle se rend à un noble bourguignon nommé Lionel de Vendôme, qui comprend immédiatement qu'il a capturé la prisonnière la plus précieuse d'Europe. Mais c'est là que l'histoire prend sa première tournure véritablement inquiétante. Les négociations sur la rançon de Jeanne révèlent que les Anglais ne voulaient pas seulement sa capture, ils la voulaient vivante, intacte et disponible à des fins très spécifiques. Le prix qu'ils acceptent de payer, 10 000 livres tournois, équivaut à la valeur de plusieurs châteaux et représente plus d'argent que la plupart des familles nobles ne voient en une génération. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, calcule que cette somme dépasse tout avantage militaire possible que Jeanne pourrait fournir si elle était secourue, faisant de sa vente aux Anglais une opportunité financière irrésistible. Ce qui rend cette trahison encore plus dévastatrice, c'est l'abandon complet de Charles VII envers la femme qu'il a placée sur le trône. Aucune tentative de sauvetage n'est organisée, aucune contre-rançon n'est offerte, aucune pression diplomatique n'est exercée. Le roi que Jeanne a couronné laisse simplement sa plus grande partisane être vendue à ses ennemis comme un bien matériel. Mais ce qui est troublant dans la réponse anglaise à la capture de Jeanne, c'est qu'ils ne la voulaient pas seulement morte, ils ont tenu des registres financiers méticuleux de chaque paiement effectué pour son procès, presque comme s'ils voulaient une trace écrite. Les documents du Trésor anglais de cette période se lisent comme des rapports budgétaires pour une entreprise commerciale, détaillant les coûts pour les membres du tribunal, les paiements des témoins et les préparatifs des installations avec la précision de comptables plutôt que la passion de conquérants cherchant vengeance. Jeanne passe 4 mois en captivité au château de Beaurevoir, pendant lesquels les administrateurs anglais ont le temps de planifier exactement comment sa mort servirait leurs objectifs politiques. Et lorsque ces plans furent enfin révélés, ils étaient plus calculés et cruels que quiconque aurait pu l'imaginer une campagne systématique pour détruire non seulement la vie de Jeanne, mais tout son héritage, documenté avec une minutie bureaucratique qui suggère qu'il comprenait qu'il créait un modèle sur la manière d'éliminer les saints gênants. 3 janvier 1431, Jeanne arrive à Rouen, transférée de la garde bourguignonne à la forteresse de Bouvreuil, où des gardes anglais l'attendent pour l'escorter jusqu'à une cellule spécialement préparée pour son emprisonnement. Elle ignore qu'elle s'apprête à subir le procès le plus truqué de l'histoire médiévale, un procès en préparation depuis le moment où sa rançon a été négociée. Ce que Jeanne voit, c'est une sinistre chambre de tour en pierre, avec une paillasse et une petite fenêtre, ce qu'elle ne peut pas voir. C'est l'importante paperasserie que les administrateurs anglais génèrent depuis des mois, documentant chaque aspect de son futur meurtre judiciaire avec la minutie d'une transaction commerciale. Les archives du Trésor anglais révèlent des paiements à l'évêque Pierre Cochon totalisant 765 livres tournois, non seulement pour avoir présidé le procès de Jeanne, mais pour des services rendus au cours des 153 jours précédents, alors qu'elle était encore aux mains des Bourguignons. Ce n'était pas un procès organisé après sa capture, c'était une exécution légale planifiée alors qu'elle remportait encore des batailles pour la France. Des paiements journaliers de 20 sous tournois sont versés à chaque assesseur, des ecclésiastiques triés sur le volet, qui ont reçu de l'or anglais pour leur coopération antérieure à soutenir la prétention d'Henri VI au trône de France. L'Université de Paris, cet arbitre supposément neutre en matière théologique, reçoit des paiements institutionnels pour fournir des avis d'experts sur les tendances hérétiques de Jeanne, des avis qu'il développe sur la base de rapports sur ses activités plutôt que sur un examen réel de ses croyances. Pierre Cochon lui-même représente tout ce qu'il y a de corrompu dans ce processus. Un évêque français qui a passé des années à servir les intérêts anglais, récompensé par des postes lucratifs pour sa volonté de subordonner le droit canonique à la nécessité politique. Sa nomination comme juge de Jeanne viole les principes ecclésiastiques fondamentaux, puisque Jeanne a été capturée à Compiègne, qui relève de la juridiction de l'évêque de Beauvais, un territoire qui a été perdu au profit des forces françaises, ce qui signifie que Cochon n'a aucune autorité légitime pour la juger.
Mais les Anglais ne se souciaient pas des subtilités juridiques quand ils peuvent simplement payer pour le verdict dont ils ont besoin. Le choix du lieu révèle une manipulation supplémentaire. Rouen, la capitale administrative de la Normandie occupée par les Anglais, où chaque fonctionnaire, chaque garde, chaque serviteur dépend des salaires anglais pour sa survie. Jeanne fera face à ses accusateurs dans une ville où la soutenir signifie trahir l'autorité occupante, entourée de gens dont les moyens de subsistance dépendent de sa condamnation. Encore plus troublants sont les documents de contingence récemment découverts, montrant que les Anglais avaient des plans de secours prêts au cas où Jeanne ne pourrait être condamnée pour hérésie des accusations alternatives de trahison, de sorcellerie et de conspiration qui pourraient être déployées si leur scénario préféré ne parvenait pas à convaincre le tribunal. Ce n'était pas une procédure judiciaire cherchant la vérité. C'était une exécution prédéterminée avec plusieurs scénarios préparés pour justifier l'issue inévitable. La guerre psychologique commence dès l'arrivée de Jeanne. Au lieu d'être placée sous la surveillance d'autorités religieuses féminines, comme l'exige le droit canon pour les femmes accusées, elle est gardée par des soldats anglais délibérément choisis pour leur hostilité envers sa cause. La menace constante de la torture plane sur sa cellule, non seulement comme une procédure judiciaire, mais comme une pression psychologique conçue pour briser sa résistance avant même le début de l'interrogatoire formel. On lui refuse l'accès à un conseil amical, elle est coupée de ses partisans et soumise à un régime dit CC 65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont documenté leurs crimes avec tant de méticulosité. Qu'essayaient-ils de prouver? Qu'essayaient-ils de cacher? Et pourquoi la science médico-légale moderne confirme-t-elle les affirmations les plus troublantes des témoins médiévaux? Abonnez-vous maintenant. Car les preuves que je m'apprête à vous montrer révèlent une machinerie systématique du mal qui opère encore aujourd'hui. Ce que vous voyez dans ce laboratoire n'est pas ce que vous pensez. En 2007, lorsque le médecin légiste Philippe Charlier a examiné ce que l'on croyait être les restes authentiques de Jeanne d'Arc, il a fait CC 65 FR. Le bourreau de Jeanne d'Arc ne trouvait pas le sommeil. Pendant des mois après le 30 mai 1431, il confessa à plusieurs reprises au frère Martin l'Advenu ce qu'on l'avait forcé à faire. Les derniers cris de la jeune fille de 19 ans n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des prières, audibles par-dessus le rugissement des flammes qui consumaient son corps sur la place du marché de Rouen. Les dépositions des témoins, conservées dans les archives du procès en réhabilitation, révèlent la vérité. Mais voici ce que tous les manuels d'histoire omettent. La crémation de Jeanne ne fut pas une exécution médiévale standard. C'était une séance de torture calculée, conçue par des administrateurs anglais qui conservèrent des archives financières détaillées de chaque paiement effectué pour assurer sa souffrance. Ils construisirent une estrade d'exécution en plâtre spécifiquement pour prolonger son agonie. Ils engagèrent des notaires secrets pour manipuler sa déposition au procès. Ils ordonnèrent que ses restes soient si minutieusement détruits que rien ne puisse devenir une relique. La question n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc a été assassinée, mais pourquoi ces meurtriers ont